Des maths à Déguémermat, mes chers auditeurs. Je suis le Marweiler et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture. Un fascicule d'un nationaliste breton récemment disparu, Marcel Texier, paix à son âme, ancien secrétaire général de l'Association internationale des langues et cultures menacées et activiste de la langue et de la nation bretonne. Ce texte, c'est L'identité bretonne, un avenir, un fascicule d'environ 16 pages qui est, comme toujours, disponible en libre téléchargement sur le site de l'IDBE, lien en description. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vraiment faire de commentaires puisque il me semble que le texte est de lui-même extrêmement parlant. Commençons donc sans plus attendre. Introduction. L'identité bretonne est, en quelque sorte, une identité hors la loi, étant donné que la conception de la citoyenneté française ne laisse pas de place à une double appartenance comme dans un système fédéral. On est citoyen français, point final. En conséquence, les cibles privilégiées de l'État français dans son effort séculaire pour faire disparaître l'identité bretonne fournissent une indication sûre des éléments constitutifs de cette identité. À l'évidence, ces éléments sont l'histoire, la langue et le territoire. Les atteintes portées à ces trois éléments de notre identité sont patentes. L'histoire bretonne est occultée, la langue n'est pratiquement pas enseignée, et le territoire a été sciemment amputé. Tout ceci a des répercussions psychologiques, voire économiques, éminemment fâcheuses, mais paradoxalement provoquent des prises de conscience extrêmement vives qui vont totalement à l'encontre du but poursuivi par l'État français. Il est clair désormais, eu égard à l'environnement international, que ce but ne peut pas être atteint, que l'identité bretonne est absolument indestructible, en dépit de ce que l'observation superficielle pourrait laisser croire. La raison et l'intérêt commandent donc à l'État français, dans son propre intérêt comme dans le nôtre, de prendre acte de cette incontournable réalité. Le maintien de notre identité est, en dernière analyse, la source et la motivation de notre militantisme. Réfléchir à ce qu'est cette identité, essayer de voir en quoi elle mérite qu'on se batte pour la défendre et la sauvegarder, est absolument indispensable. L'identité bretonne, un avenir. L'identité bretonne, quel avenir ? Tel est le thème qu'on m'a demandé de traiter, ou plutôt auquel on m'a demandé ma contribution, puisqu'au fond c'est nous tous qui, pendant 1 heure ou 2, allons y consacrer nos réflexions. Essayons d'abord de définir ce qu'est l'identité bretonne. À première vue, c'est extrêmement simple. L'identité bretonne, c'est le fait d'être breton. Ceci, en réalité, ne nous éclaire pas beaucoup, puisque surgit maintenant la question en quoi consiste le fait d'être breton. Morvan-Lebesque a tenté d'y répondre par un livre provocateur, auquel il a donné un titre qui est également une question. Comment peut-on être breton ? Cette question, en guise de titre, révèle le statut de cette identité. C'est une identité qui est hors la loi. Ce que sous-entend cette question, en effet, c'est qu'on ne peut pas être breton, puisqu'on ne peut pas être à la fois français et autre chose. Un citoyen de la République française est français, point final. Paradoxalement, les efforts gigantesques, persévérants, coûteux, déployés depuis plus de 200 ans par l'État français pour nier cette identité, en faire disparaître si possible toute trace, sont une preuve, par leur ampleur même, de l'existence de cette identité, de sa profondeur, de son caractère irréductible, j'ajouterais même, on me pardonnera d'anticiper sur ma conclusion, de son caractère indestructible. Pour définir cette identité, il suffira donc de repérer les cibles privilégiées des efforts évoqués à l'instant. Elles sont au nombre de 3. L'histoire, la langue, le territoire. Ce qui fait de nous des Bretons, c'est d'abord que nous nous inscrivons dans une continuité, que nous sommes les héritiers d'une histoire qui, à travers nous, se continue. Cet élément de notre identité est tellement important que, plus encore que la langue, il a été banni de la façon la plus radicale de l'enseignement dispensé en histoire.
Le résultat en est que les Bretons, d'une façon générale, ignorent à peu près totalement leur propre histoire. Tout au plus en ont-ils glané quelques bribes par-ci, par-là, bribes glanées naturellement en dehors de l'école. Comme le dit Morvan-le-Besque à ce propos dans un chapitre passionnant, il faut que le Breton quitte l'école pour apprendre l'histoire de son pays. Cet état de choses a des conséquences incalculables pour les Bretons, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, car ainsi que le disait le grand penseur danois Grundtvig, aussitôt que l'histoire meurt dans la bouche d'un peuple, la nation perd son élan vital. L'histoire, dit-il encore, stimule les énergies nationales, car le souvenir engendre partout l'espoir, si bien que l'esprit peut s'élever d'autant plus que le souvenir est plus profond. Plus près de nous, écoutons ce que nous dit Simone Weil, le philosophe, dans un petit livre d'une très grande richesse et qu'auraient le plus grand intérêt à lire et à relire aussi bien les Français que les Bretons, l'enracinement. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Il serait facile de multiplier les témoignages qui montrent et qui démontrent que savoir d'où l'on vient est un besoin psychologique fondamental et une composante essentielle de l'identité individuelle et collective. Je reviendrai sur ces deux aspects. La quête, douloureuse très souvent, des enfants adoptés qui veulent à tout prix savoir qui sont leurs vrais parents, montre à quel point ce besoin, comme le dit Simone Weil, est vital. Il y a dans cette quête individuelle une exigence absolue d'authenticité. Cette exigence n'est pas moins grande au plan collectif. En atteste la colère qu'éprouvent les enfants qui découvrent qu'on les a trompés sur leurs origines. C'est parfois un véritable traumatisme. En atteste également la colère qu'éprouvent ceux qui s'aperçoivent que l'histoire qu'on leur a enseignée sur les bancs de l'école n'est pas leur véritable histoire. Cette colère vibre dans les pages de Morvan-le-Besque. Tous les Bretons qui un jour ont fait la même découverte ont senti vibrer en eux cette même colère. Comme je ne saurais mieux l'exprimer, cette colère que ne l'a fait Morvan-le-Besque, je lui laisse la parole. La vérité était pourtant plus simple, il suffisait de me raconter mon histoire. J'étais chez moi, je comprenais tout. Plus de mélodrames étrangers, de Frédégonde et de Brunehaut, en cette année Clovis, j'ajouterais plus de Clovis, au diable la calçonnade de Dagobert, je fréquentais mon peuple, je pénétrais son âme, je me passionnais car les pierres, les inscriptions, les souvenirs de toutes sortes reprenaient vie et me faisaient la leçon. Cela durait 10 longs siècles pleins d'heures, de malheurs, d'aventures et de merveilles. À un moment enfin, je devenais français et vive la France. Mais non, on m'a bêtement menti. On m'a traité comme un enfant de l'assistance, enlevé par une nuit sans lune de l'histoire, emporté dans le manteau de Charlemagne, confié à Madame Blanche de Castille, élevé avec des tas de louis numérotés, et lorsque malgré tout j'ai su que ma nation avait existé et que je me suis efforcé de la connaître, on me l'a dépeinte en rechignant, comme la mère adoptive, pressée de questions par son pupille, finit par lui avouer sa vraie mère, une mégère arriérée et patoisante dont je devais m'estimer heureux d'avoir été séparé. Vous voyez que l'image de l'enfant adoptif vient, dans cette affaire, spontanément à l'esprit. J'ai parlé tout à l'heure des conséquences incalculables qu'ont pour un peuple comme pour un individu la privation d'histoire, le mensonge sur ses origines. J'ai évoqué aussi l'exigence d'authenticité, de vérité dans ce domaine. Cette exigence s'explique par le fait que l'individu, pour se construire, pour structurer sa personnalité, bref, pour se forger une identité, nous retrouvons ici le mot central de cet exposé, a besoin d'un socle solide, indiscutable, incontestable. C'est une condition indispensable à sa santé psychologique. Ce qui est vrai ici au plan individuel l'est aussi au plan collectif, pour la simple raison que les deux sont inséparables. Je vais citer à ce propos un passage d'une conférence faite à Copenhague, il y a quelques années, par le père jésuite José Obieda Chalbo, basque espagnol, dans le cadre de Europe et Région, conférence que j'ai traduite et qui a été publiée dans l'Avenir de la Bretagne. Dans chaque être humain sont toujours en jeu deux aspects différents mais inséparables, qui sont tous les deux pour lui également nécessaires et également fondamentaux.
un aspect individuel, qui fait que la personne humaine existe de façon indépendante par elle-même, dans son être spirituel et corporel, et un aspect social, par lequel l'être humain est inévitablement relié à d'autres êtres humains et établit avec eux des liens dans la durée. Il s'ensuit que lorsqu'on lèse un individu dans son aspect social ou collectif, on le lèse également dans son aspect individuel, et les malheurs collectifs ont pour conséquence de multiples tragédies privées. L'alcoolisme en Bretagne, le nombre de suicides ont certainement tout un ensemble de causes, mais l'aliénation de notre peuple, c'est-à-dire l'interdiction qui lui est faite d'être lui-même, est à coup sûr une de ces causes. Tout porte à croire que c'est même une cause majeure. Le cas de la Bretagne n'est pas unique. Le maire d'une petite commune basque me disait un jour « Je me suis toujours demandé pourquoi les gens se flinguaient comme ça ». À l'alcoolisme s'est ajouté ces dernières décennies un phénomène encore plus dévastateur, la drogue. Ce qui est exprimé ici, dans le langage de tout le monde, ne s'appuie pas simplement sur une série de vagues impressions. Il s'agit de phénomènes dûment étudiés et repérés scientifiquement. Ils l'ont été en particulier pour ce qui concerne une deuxième cible des efforts de l'État français pour détruire l'identité bretonne, la langue. C'est ce que nous allons examiner maintenant. En dépit d'adoucissements apparents, ces efforts se poursuivent, comme le montre de façon indiscutable le refus par les autorités françaises de signer la Charte européenne des langues minoritaires ou régionales. Que la langue soit un élément central de l'identité bretonne peut, au premier abord, paraître discutable. En effet, la langue bretonne a, dans la partie orientale de la Bretagne, ou bien éliminée depuis des siècles, ou bien, en quelques rares endroits, n'y a jamais été parlée. Pourtant, maintenant que tout le monde, ou presque en Bretagne occidentale, sait le français, la distinction entre Bretagne dite bretonnante et Bretagne dite gallo tend à s'estomper. Bien sûr, c'est dans son ère traditionnelle, là où elle est encore parlée peu ou prou, qu'il faut en premier lieu défendre la langue bretonne et tout faire pour lui redonner la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Mais le gallo que je suis peut dire que la langue bretonne apparaît de plus en plus, même en Haute-Bretagne, comme l'héritage de tous les Bretons. Et en tant que Haut-Breton moi-même, je ne peux que confirmer. Il n'est pas impossible que l'occultation de notre histoire ait, chez les Hauts-Bretons, pour compenser la perte au moins partielle de cette composante de notre identité, motivé plus ou moins consciemment le besoin de se rattacher à la langue. Dans ce cas, ce serait une retombée certainement non voulue des maîtres de l'État français, mais tout à fait positive pour nous. Toujours est-il que l'intérêt pour la langue bretonne est plus grand qu'il ne l'a jamais été en Haute-Bretagne, que ce soit à Rennes, à Nantes ou à Redon, et que les Hauts-Bretons engagés dans le combat pour la langue n'ont probablement jamais été aussi nombreux. Parmi les plus connus, mentionnons seulement Père d'Enez, qui, suivant la formule, n'a plus besoin d'être présenté, et Francis Favreau, auteur d'un gros dictionnaire breton-français, français-breton. Mais il y en a bien d'autres. J'ai évoqué les dommages psychologiques consécutifs à la négation de notre identité dans son aspect historique. Les dommages psychologiques liés à la négation de notre identité linguistique ont, de leur côté, fait l'objet d'une telle quantité de recherches et ont donné lieu à la publication d'une telle masse d'études qu'on ne peut qu'être effaré devant l'immensité des dégâts. Ces dégâts sont si patents qu'ils ont amené un groupe de psychiatres bretons à constituer ce qui est maintenant connu sous le nom de Société bretonne d'ethnopsychiatrie. Le docteur Philippe Carrère, qui en est l'un des animateurs, explique ainsi sa démarche. Psychiatre hospitalier de formation traditionnelle, j'ai été amené grâce à la conjonction de plusieurs facteurs favorables à soupçonner, puis à approfondir certaines implications ethno-culturelles des perturbations psychiatriques rencontrées avec une particulière fréquence dans ma pratique quotidienne. Le livre du docteur Carrère, d'où est tirée cette citation, ne se limite pas au problème de la langue, bien qu'il soit central, mais englobe toute la sphère culturelle. Il y aurait des pages et des pages à citer dans ce livre. Je vais me contenter, rassurez-vous, de relever quelques passages particulièrement parlants. L'homme breton, écrit-il, éprouve fréquemment un sentiment de dévalorisation, voire, surtout s'il est britophone, d'identité niée. Écrasé par un jugement négatif de soi, le breton, comme tous les acculturés, n'évite l'autodestruction que par une identification plus ou moins à droite, plus ou moins réussie, au dominant pris pour idéal du moi. Même lorsqu'elle est couronnée de succès, cette opération est en quelque sorte toujours à refaire, d'où son côté pathétique, puisqu'elle repose sur le refus, quand ce n'est pas sur le mépris, et sur la haine profonde de son propre moi, constamment refoulée et constamment prête à ressurgir. Cette fuite organisée devant sa propre identité, nous y revoilà, se traduit donc par un sentiment d'infériorité.
vif ou discret, exprimé ou latent, qui débouchent sur des types de comportements parfaitement repérables. Nous comprendrons mieux désormais, dit-il encore, les conséquences de l'acculturation linguistique, d'autant plus redoutable que le parler maternel est devenu une langue stigmate. D'une part porteuse de culture, c'est-à-dire vecteur privilégié des mécanismes standardisés de défense du moi, et d'autre part liée à l'identité de l'individu de façon consubstantielle, pourrait-on dire, en même temps qu'élément majeur d'identification, la langue maternelle se trouve au cœur de la problématique dont nous venons de tenter de démonter le mécanisme. Le sujet qui en a honte et l'abandonne renonce à une enveloppe protectrice en faveur d'une autre moins adaptée à lui, sans se débarrasser de sa honte qui continue à saper souterrainement sa personnalité. Je me limite à ces quelques paragraphes du livre du docteur Carrère, mais on pourrait y ajouter les témoignages du docteur Daumer, du docteur Maisondieu, de Fanch et Legouette, sociologue, du docteur Carreau, et de quantité d'autres qui vont tous dans le même sens. On n'en finirait pas. Permettez-moi pourtant de donner encore une fois, ce sera la dernière, la parole à un psychiatre, le professeur J.J. Kress, alsacien, enseignant au CHU de Brest. Il s'agit d'un passage d'une conférence intitulée « Pathologie de la disparition des langues minoritaires, une perte sans élaboration subjective ». Il prend des précautions, ce professeur Kress. « Je souhaite, dit-il, éviter de brandir le drapeau régionaliste, de faire chanter la lyre de la nostalgie ou de cultiver le mythe des origines à propos de ces questions dont la charge émotionnelle est évidente. » On a compris, le professeur Kress n'est pas un militant, ce qui ne saurait lui être reproché. On serait tenté de dire que ces observations n'en sont que plus manifestement objectives et en ont d'autant plus de poids. Après avoir rappelé le point de départ de la politique consciente et systématique d'élimination des langues autres que le français sur le territoire de la République, à savoir la Révolution française, Jean-Jacques Kress nous dit, je cite pour mémoire, afin de faire saisir la violence de ce projet, ce conventionnel qui proposait de faire guillotiner un quart des Alsaciens afin d'obtenir, par la terreur, que les autres adoptent le français. Vous voyez que, de l'ethnocide au génocide, il n'y a qu'un pas que d'aucuns auraient bien voulu franchir. Heureusement pour les Alsaciens de l'époque révolutionnaire qu'il était difficile d'obtenir avec la guillotine le même rendement qu'avec la chambre à gaz, mais l'idée était la même. L'intérêt de l'étude du professeur Kress est de démontrer les mécanismes psychologiques qui expliquent le caractère extrêmement traumatisant du changement de langue. Hormis la nature très particulière du domaine en jeu, la langue, il ne manque rien pour que la notion de traumatisme soit évoquée, conclut-il. L'intrusion d'un élément extérieur devenant étranger au plus intime des individus, l'incapacité de trouver une réponse adéquate permettant de sauver la langue, la perturbation de l'identité, on y revient encore, qui se trouve divisée et la modification de la structure psychique par rapport au refoulement. Il n'y manque que la soudaineté. Quand on se plonge, comme je l'ai fait pour préparer cet exposé, dans la littérature spécialisée relative aux phénomènes décrits ici, quand on mesure la somme énorme de souffrances psychologiques, le nombre de suicides et de drames en tout genre causés par la politique linguistique française, depuis 2 siècles en Bretagne et ailleurs, on en vient à penser que la formule « crime contre l'humanité » s'applique parfaitement. La France s'honorerait en reconnaissant qu'il y a eu crime, et en s'engageant résolument dans une politique de réparation. C'est aussi un préalable pour l'établissement de relations saines entre la France et la Bretagne. Cela éclaircirait l'atmosphère. Mais il y a un autre contentieux à régler. Il s'agit du 3e élément de notre identité, son aspect géographique, autrement dit, le territoire. Là aussi, notre identité est blessée. Peu de communautés humaines en Europe, en effet, ont un territoire aussi clairement défini, aussi stable sur la durée que la communauté bretonne. Dès l'an 851, rappelle le géographe Le Rune, la Bretagne comprend déjà les pays de Rennes, de Nantes et du Rès. La Loire-Atlantique est donc bretonne depuis plus de 1100 ans, et ceci nous dit encore M. Le Rune, d'une façon entière, non marginale, puisque Nantes fut la capitale principale du duché de Bretagne. Le château des ducs de Bretagne, au cœur de Nantes, en est aujourd'hui la preuve tangible et ineffaçable. La Loire-Atlantique est une terre bretonne dont les habitants, avec ceux de la péninsule, ont écrit l'histoire de la Bretagne. Écrivait de son côté Jean du Drainay, alors président du Conseil général de Loire-Atlantique, dans la préface du livre de M. Poupineau, Le sentiment d'appartenance bretonne en Loire-Atlantique. C'est à Nantes que se sont déroulés les événements les plus importants de l'histoire de Bretagne.
C'est à Nantes qu'a été créée la première université bretonne, création qui était une faveur papale destinée à renforcer la position de la Bretagne vis-à-vis de la France, alors en délicatesse avec Rome, à la suite de l'affaire connue sous le nom de pragmatique sanction de Bourges. C'est à Nantes que la duchesse Anne, obligée, de par son titre de reine de France, d'être inhumée en l'abbatiale de Saint-Denis où étaient placés les tombeaux des souverains français, voulut que son cœur reposât enfermé dans un reliquaire d'or. Nantes tient une place importante, non seulement dans l'histoire de Bretagne, mais dans les légendes de Bretagne, dans ses contes, sa littérature, dans ce que les Français appellent l'imaginaire breton. Je ne m'étendrai pas sur l'aspect économique, sur les conséquences désastreuses de ce point de vue, et pour la Loire-Atlantique et pour les 4 autres départements bretons. Je renverrai seulement aux livres précités, celui de M. Lerune et celui de Yann Poupineau, qui eux-mêmes contiennent d'abondantes bibliographies. J'y ajouterai tout de même celui de Yves Lenné, déjà ancien pourtant, intitulé « Europe, rends-nous la mer ». Le découpage hérité de Vichy, il ne faut jamais se lasser de le répéter, et confirmé par la suite en 1973, est une insulte au bon sens, à l'histoire, à la géographie, une aberration économique avant d'être une atteinte insupportable à notre identité. C'est une telle absurdité qu'il a joué, et joue encore, pour un certain nombre de Bretons, dont moi, le rôle d'un révélateur. Là aussi, nous découvrons une retombée non voulue par les centralistes jacobins, mais qui est bénéfique pour la cause bretonne. À quelque chose malheur est bon, mais c'est quand même un malheur. En effet, le refus d'enseigner la langue bretonne, le refus d'enseigner l'histoire bretonne, peuvent, ou pouvaient à la rigueur, être mis sur le compte de l'incompréhension des gouvernants parisiens éloignés des réalités provinciales. Impossible, en revanche, de trouver le moindre semblant d'excuse au découpage qui place Nantes et la Loire-Atlantique hors de la Bretagne. Dès lors, une évidence s'impose. Ce découpage fait partie d'une stratégie qui vise à la totale destruction de la réalité historique, géographique et humaine qui s'appelle Bretagne. Une réalité qui vise à la totale destruction de notre identité, c'est-à-dire à la totale destruction de notre être. Cette stratégie est la même que celle utilisée par les tsars au XIXe siècle pour détruire l'identité polonaise. Au nom de Pologne, ils avaient substitué celui de territoire de la Vistule, nom qui ressemble comme un frère aux inénarrables pays de la Loire. Un élu breton courageux, Jean-Yves Causan, l'espèce n'en est pas éteinte, contrairement à ce qu'on pourrait parfois être tenté de croire, a dit récemment de façon plus percutante ce qu'il convient de penser de ce découpage. C'est une décision abominable et qui a été prise sciemment. La Bretagne est habitée par des Bretons et l'Ouest par des Ouistitis. On a voulu casser la Bretagne. Eh bien, nous ne laisserons pas casser la Bretagne. Nous ne nous laisserons pas casser. Nous ne laisserons pas casser notre identité. De toute façon, nous sentons bien au fond de nous qu'elle est incassable. Tant mieux, car tous ceux qui s'efforcent de réfléchir un peu sur l'évolution du monde, même s'ils divergent sur d'autres points, s'accordent pour dire qu'une identité forte est la carte maîtresse des peuples qui sauront se faire une place au soleil dans les années qui viennent. C'est même la seule. En effet, comme le disait Joseph Le Bihan, professeur à HEC, dans une conférence tout à fait remarquable lors de la journée d'été de l'OBE à Perros-Guirec en 1993, il faut savoir que le monde peut fonctionner sans la Bretagne. Le monde de l'économie et de la production peut fonctionner sans la Bretagne, et peut aussi fonctionner sans une grande partie de la Suisse ou du Japon, probablement pas sans les banques suisses, mais sans une grande partie de la Suisse. Aucun territoire n'est indispensable, pour ainsi dire. Il faut donc justifier en quelque sorte son indispensabilité. Il faut la rechercher et la développer. C'est l'une des formes de la compétition dans laquelle nous sommes rentrés, où la dimension culturelle est essentielle. Donc les territoires durablement attractifs devront avoir un haut niveau d'autocréation, c'est-à-dire qu'ils devront se développer à partir de la créativité générée par leur histoire. Ils auront la référence historique, ils la prolongeront, ils la transformeront, ils la recombineront. Ils auront cette force, une force consciente de leur histoire, de leur identité et des défis. Ils n'intégreront pas l'histoire comme l'ont fait les Argentins en histoire refuge, mais en histoire réservoir d'énergie potentielle à réutiliser parce que toute génération réécrit l'histoire. Nous n'allons pas nous laisser priver d'un atout maître, c'est clair. Nous n'allons pas nous laisser casser, c'est clair aussi. Mais nous ne sommes pas des casseurs, ce n'est pas notre style. Qu'on ne s'y trompe pas pourtant, nous avons la tête dure, comme du granit. L'action tenace, résolue, qui ne s'écarte pas d'un pouce du but qu'elle s'est fixé, nous connaissons. Que des fruits de cette action têtue commencent à apparaître, j'en vois parmi bien d'autres une preuve dans ces paroles de Jean-Yves Causan que l'on permettra de citer encore une fois.
Depuis un quart de siècle, on assiste à l'affirmation sereine, déterminée et pacifique de l'identité bretonne. Or, il n'y a pas de connexion avec un projet politique. Il n'est pas possible qu'il y ait ce fossé énorme entre l'affirmation de qualité d'une expression identitaire, la volonté d'un développement économique hors de la logique continentale française et l'absence totale de projet politique. Il y a là un talus. Je crois que la plupart des élus devraient avoir des ulcères à l'estomac. Il y a en effet des réseaux transcourants, mais il est difficile de les organiser. Il faut choisir le lieu, les hommes et le moment historique pour prendre notre destin en main. Parfaite illustration des effets de réseaux transcourants dont parle Jean-Yves Causan, voici ce que dit Yann Poilvet, qui appartient à une autre famille politique dans un éditorial de l'Armor Magazine, éditorial qu'il intitule L'exigence identitaire. Les Catalans nous donnent l'exemple depuis des années, sans violence mais avec constance. Pour gagner, il faut être différent, il faut être soi-même. C'est pourquoi, plus que jamais, s'impose pour nous la nécessité d'un front commun de la classe politique, du monde économique et du mouvement culturel pour défendre et promouvoir notre bien le plus précieux, l'identité bretonne. Que Saint-Yves nous y aide, comme la Vierge Noire de Montserrat a aidé les Catalans. Ceci était la conclusion de l'éditorial de Yann Poilvet. Ce sera aussi la mienne. Je n'y ai pas trouvé de meilleur. Martial Texier, 13 avril 1996. Comme promis, je ne ferai pas d'analyse approfondie de ce texte, il est extrêmement parlant de lui-même. J'ajouterai juste un point, il a été écrit il y a quasiment 30 ans, et depuis il y a une problématique, une couche supplémentaire qui s'est rajoutée, c'est l'immigration halogène massive qui dilue l'identité bretonne. En particulier d'ailleurs dans les grandes villes où cette immigration voit ses effets de plus en plus visibles. Je pense notamment à Nantes et à Rennes, mais d'autres villes comme Saint-Brieuc sont déjà touchées également. Ce phénomène migratoire, sans cesse favorisé et encouragé par l'État français, qui nous en montre de multiples preuves en permanence dans l'actualité ces dernières années, je pense est clairement une stratégie de dilution de l'identité, telle que l'a décrite M. Texier dans le texte que nous venons de lire. J'ajouterai que ce texte fait parfaitement complément au dernier Moisarvroide qui est sorti, car en effet, il relève et il marque un point extrêmement important, c'est que, et nous ne le répéterons jamais assez, en Bretagne, pour la survie de la Bretagne, la solidarité doit être ethnique avant d'être éventuellement raciale. La lutte pour la reconquête de notre identité, sous la forme donc de la langue, du territoire et de l'histoire, sous cette triple composante, est une nécessité absolue pour que vive la Bretagne d'aujourd'hui et de demain, pour construire en fait une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao.